Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci pour votre invitation et permettre d'évoquer cette problématique de terroir. Et donc, alors j'ai effectivement commis un livre qui s'appelle Les terroirs du vin, pour lequel vous ne pouvez pas m'accuser de faire de la publicité parce qu'il est aujourd'hui malheureusement épuisé. Et donc c'est un livre qui présente l'ensemble qui décrit l'ensemble des vignobles, des terroirs des vignobles du monde entier. Et on reviendra tout à l'heure à ce sujet. Alors, le terroir, donc, c'est la base fondamentale dans la définition des appellations d'origine. Donc, cette notion de terroir, c'est une notion... Ça va, je suis suffisamment près du micro, là. C'est une notion qui est assez complexe, qui est restée longtemps ambiguë, avec notamment des appréciations diverses, avec parfois même négatives, puisqu'on pouvait dire parfois qu'un aliment qui avait le goût de terroir, c'était pas forcément positif, ça pouvait être un petit peu... une manière déguisée de dire que le produit n'était pas terrible. Et donc, cette notion de terroir, en fait, elle va être développée dans le secteur des appellations d'origine et notamment dans les décrets qui vont définir toutes les appellations d'origine. Le premier article qui concerne le cahier des charges, c'est l'article relatif à la délimitation de la zone de production, avec des listes communes de parcelles, etc. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, on donne une définition extrêmement géographique et administrative de l'aire de production, mais quasiment jamais aucun décret d'appellation d'origine contrôlée n'a dans son cahier des charges une définition précise du sol et des conditions géologiques de production. Et il y en a quelques-uns qui ont eu ce privilège, mais je ne sais pas si c'est un privilège parce que ça a soulevé de tels débats extrêmement compliqués, par exemple à Châteauneuf-du-Pape ou à Chablis, que on ne va pas insister sur cet élément-là. Et donc, la notion de terroir, elle va se développer dans les appellations d'origine contrôlée, qui, je le rappelle, jusqu'en 1990 ne concernent que le secteur des vins. Ce n'est qu'à partir de 1990 que les fromages et les autres produits agroalimentaires vont rentrer dans ce système. Alors, la définition du terroir, donc si on ne la trouve pas dans les cahiers des chartes des AOC, on va la trouver dans la littérature, dans les articles de journaux. Et il faut avouer qu'on n'a pas d'approche scientifique précise pour décrire les supports de la vigne à cette époque-là. On a des tas de choses un peu folkloriques qui tiennent plus de la poésie que de la technique, même si un des tout premiers, on peut dire, délimitateurs, c'était Philippe Le Hardy, qui, je rappelle, avait interdit l'utilisation du pinot noir des AOC, de façon à ce que les recours, qui vont souvent jusqu'au Conseil d'État, cessent et qu'on ait des arguments beaucoup plus précis. Et donc, on va mettre en place un groupe de travail entre l'INRA. L'INRA vient de faire des travaux extrêmement importants dans le Val-de-Loire, où on a une explication scientifique du fonctionnement de la vigne sur les différents types de sols. Et donc, on va vouloir faire un transfert de connaissances entre la recherche agronomique et l'application qui est faite par les services de l'INAO. Et donc, on va créer un groupe de travail piloté par Christian Asselin pour l'INRA et par moi-même pour l'INAO. Et à la suite de donc ce travail de transfert de connaissances, en fait, va aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu au départ, et on va faire tout un travail d'explication, de caractérisation du terroir qui va aboutir à une définition du terroir qui sera proposé par un congrès des terroirs viticoles, qui est un congrès qui se déroule tous les 2 ans et que j'organisais en 2006 sur Montpellier. Donc on a fait un projet de définition de la notion de terroir, et donc cette définition va être évoquée à la fin des années 90. Elle sera rendue officielle
par l'UNESCO, puis par l'Office international de la vigne et du vin, qui va en faire une résolution qui s'applique à l'ensemble des États membres de l'OIV, et on aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure un peu plus tard. Donc à partir depuis 2010, on a une définition scientifique de la notion de terroir. Donc voilà bon, voilà cette définition, je la lis très rapidement. Le terroir vitivinicole est un concept c'est la définition de l'OIV, hein, celle qui a la valeur la plus importante sur le plan réglementaire, donc qui se réfère à un espace sur lequel, donc un territoire, sur lequel se développe un savoir collectif des interactions entre milieux physiques et biologiques identifiables et les pratiques vitivinicoles appliquées qui confèrent des caractéristiques distinctives aux produits originaires de cet espace. Le terroir inclut des caractéristiques spécifiques de sol, de topographie, de climat, de paysage et de biodiversité. Donc voilà cette définition, mais alors je reviens un petit peu en arrière, parce que cette définition de l'appellation d'origine, enfin de la notion de terroir, en fait, donc, comme je l'ai dit, l'INRA a fait des travaux très importants sur le fonctionnement du sol et l'explication de pourquoi on obtient des grands vins, tel type de grands vins sur telle situation. Alors, bon, ce sont des travaux scientifiques extrêmement complets, et je voudrais juste aborder un problème qui est le problème du milieu physique. En effet, il m'était arrivé j'étais à l'époque directeur adjoint de l'INAO, une professeure de géographie m'avait demandé de faire une conférence sur le terroir, sur les appellations d'origine. Et à la fin de la conférence, auprès des élèves, il y a un monsieur qui arrive en haut de l'amphithéâtre, qui s'assied un quart d'heure avant la fin de mon exposé. Et une fois que j'ai eu fini mon exposé, je demande s'il y a des questions dans la salle. Et ce monsieur lève la main en disant... C'est très intéressant ce que vous avez raconté, mais j'estime que c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Dans les appellations d'origine, le rôle du sol n'existe pas. C'est une invention. Et donc, j'ai été un peu vexé quand même d'avoir cette... Et donc, j'ai appris à connaître ce monsieur que tout le monde connaît, c'est Jean-Robert Pitt, et donc on s'est réconciliés depuis. Et donc j'ai eu de cesse de lui montrer un exemple quand même assez caractéristique du rôle du milieu physique. Et ce rôle, donc, on va le rencontrer. Ça, c'est les choses que j'ai déjà dit. Voilà. Donc, très rapidement, on ne va pas faire un grand cours de géologie. Simplement, la Bourgogne est installée complètement là-bas à gauche, là, entre deux failles d'effondrement de la plaine de la Saône. Et on a une grande faille qui sépare le secteur de la montagne du secteur des Hautes-Côtes de Beaune, et qui passe exactement au milieu de ce petit village qui s'appelle Decize-les-Maranges. Alors, quand vous regardez ce village, vous voyez, il est bien blotti au milieu, entre deux croupes. Les pentes sont les mêmes de chaque côté. On a une barre calcaire en haut qui fait un petit peu la valeur, enfin disons, qui fait que le paysage est le même de chaque côté. Et puis, si on regarde sur le plan géologique, la situation est complètement différente. En fait, la partie qui est ici à droite en bleu, en fait, s'est effondrée d'à peu près 80 mètres par rapport à la partie qui est à gauche. Et le plateau violet qui est en haut sur le côté gauche, en fait, vous le retrouvez complètement en bas du côté droit, du côté de la plaine de la Saône. Et si on regarde le classement dans la hiérarchie des vins de Bourgogne, donc la hiérarchie des vins de Bourgogne, c'est Bourgogne, le nom du village, puis premier cru, puis grand cru, eh bien, on s'aperçoit qu'à gauche, sur les grès du Trias, peu importe le nom, on s'aperçoit que les vignes
sont classés uniquement en Bourgogne, c'est-à-dire le plus bas niveau de la hiérarchie des vins de Bourgogne. Et à droite, on est en Marange premier cru, c'est-à-dire pratiquement le niveau le plus élevé du classement des vins de Bourgogne. Et donc, bien évidemment, tous ces vignes sont travaillés par les mêmes vignerons du village de Ceussys-les-Maranges, et on a là une preuve flagrante que sur les marnes du Lias qui sont en bleu à droite, on fait de bien meilleurs vins que sur les grès du Trias qui sont à gauche. J'ai eu l'occasion de rediscuter avec Jean Reverpiet et nous ne sommes pas fâchés. Voilà. Alors, donc, ça, c'est une constatation, mais ça m'a beaucoup aidé parce que quand on veut aborder, quand on est face à des contestataires du terroir, cet exemple est quand même merveilleux. Et donc, simplement, je vais essayer d'aller vite. Il y a un certain nombre de travaux, ça c'est une constatation, mais il y a des travaux scientifiques qui ont été réalisés à côté et qui donnent une explication scientifique du terroir. Alors, il y a un grand professeur de géopédologie qui s'appelle Gérard Seguin qui a travaillé sur les grands vins, les crus classés de Bordeaux, et qui s'est rendu compte que aussi bien dans le Médoc qu'à Saint-Émilion ou à Pétrus, on avait des situations où tous les grands crus classés, notamment en 1855, sont tous à une position très spécifique dans le paysage. Et donc, le professeur Seguin a travaillé dans le Médoc. Il s'est rendu compte dans le Médoc qu'il y avait ces terrasses graveleuses qui ont été charriées depuis les Pyrénées et le Massif central jusque sur les bords de la Gironde. Et il s'est rendu compte que, en fait, ces terroirs caillouteux ont la possibilité d'emmagasiner de l'eau pendant les pluies d'hiver. Et ils ont une constitution qui fait que l'eau remonte par capillarité pendant l'été, et donc on obtient des grands vins parce que ici, l'alimentation en eau de la vigne est une alimentation certes faible, mais très régulière tout au long de l'année. Alors, ça a été un grand choc, les travaux du professeur Seguin, parce que je suis agro de Montpellier, et j'avais un professeur de viticulture qui s'appelait le professeur Branas, qui disait qu'il fallait que, pour que la vigne fasse des grands vins, il fallait qu'elle tire la langue, qu'elle ait soif, qu'elle soit dans des situations de stress hydrique, et le professeur Seguin a montré exactement le contraire. Alors, il a travaillé également sur Saint-Émilion. Saint-Émilion, vous connaissez tous probablement l'église qui est dans le tuf taillé dans le tuf qui s'appelle le calcaire à Astérie. Ce calcaire qui a servi à construire tout le village de Saint-Émilion, mais également une grande partie des bâtiments de Bordeaux. Ce calcaire a une capacité, comme une éponge, d'absorber de l'eau pendant la période de pluie et puis de les rétrocéder pendant la période végétative. Et puis, donc voilà les fameuses terrasses graveleuses, si je parle sans changer les images. Donc voilà la situation de Saint-Émilion. Et puis, il y a un endroit complètement improbable, juste en bordure de Saint-Émilion, sur le vignoble de Pomerol. Il y a un endroit qui s'appelle Pétrus. Tout le monde connaît Pétrus. Si aujourd'hui, personne n'avait eu l'idée d'aller planter de la vigne à Pétrus, il n'y a pas un technicien viticole qui conseillerait de mettre de la vigne là-dedans, parce que c'est de l'argile pure. Alors, c'est de l'argile pure, donc très mauvais sol pour la vigne, mais ici, c'est des argiles très particulières, des argiles gonflantes, c'est-à-dire c'est des argiles, quand il pleut, elles se gonflent, elles se gorgent d'eau, et quand la pluie cesse, notamment pendant la période de maturation, eh bien, l'eau est rétrocédée par ces argiles qui se rétractent et donnent ces fentes dans lesquelles on peut quasiment y passer le bras. Alors, autres travaux scientifiques, toujours pareil, sans rentrer dans les détails, ce sont les travaux de l'INRA d'Angers qui a abouti pratiquement aux travaux du professeur Seguin et aux mêmes conclusions, qui ont rajouté quelques éléments importants sur la rapidité avec laquelle les vignobles se réchauffent, les sols se réchauffent au printemps. Plus les sols se réchauffent vite, plus la précocité de la vigne est importante, et plus on explique la position de grands vins. Et donc l'INRA d'Angers a démontré, alors si Seguin avait uniquement fait un travail technique de terrain,
les gens d'Angers ont fait un travail qui allait jusqu'à la dégustation, donc qui a permis de comparer les différentes situations. Et donc, ils ont, enfin, je ne rentre pas dans le détail. Alors, ces travaux ont eu un retentissement considérable. Les services de l'INRA d'Angers ont vu défiler les spécialistes viticoles du monde entier pour essayer de comprendre ensuite et d'exporter ces travaux. Alors, un point très important sur lequel je veux insister, il n'y a pas que dans le secteur viticole qu'on a ce type de relation directe entre le milieu physique sur lequel est implantée la production et le produit fini. C'est notamment le cas du massif du Jura avec l'appellation comté. Qu'est-ce qui s'est passé dans le comté ? Les responsables du comté voulaient essayer de communiquer sur le comté et donc avaient fait appel à Jacques Puiset, qui est un de nos grands dégustateurs français, pour caractériser le goût des fromages de comté. Et quand Jacques Puiset est arrivé en comté, il a dit « Vous êtes bien gentil, mais il n'y a pas un goût de comté, mais il y a une multitude d'arômes dans le comté. » Donc le comté, c'est ici, c'est le massif jurassien. Et donc le CIGC, le Comité interprofessionnel du gruyère de comté, a souhaité faire une étude pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des goûts différents dans le comté. Et donc, ils ont fait travailler trois genres de chercheurs. Des chercheurs qui ont caractérisé le support géopédologique qu'est le massif du Jura. Un scientifique spécialiste des herbes qui a caractérisé toute la flore, qui est une flore caractéristique, parce que les prairies à comté sont des prairies naturelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'adjonction d'engrais. Donc ce sont des prairies naturelles. Et troisième étage de la fusée, un groupe de dégustateurs qui ont dégusté tous les fromages de comté et qui ont essayé de déterminer, de voir s'il y avait des similitudes entre eux dans certaines zones. 3 ans de travaux. Au bout de 3 ans, on a superposé la géopédologie, les compositions floristiques des prairies et les zones de goût à compter. Et on s'est rendu compte qu'à 85%, eh bien, on avait une parfaite corrélation entre les types, les arômes particuliers du comté et les supports géopédologiques et la flore particulière du comté. Ça a été une très belle étude qui est notamment à la base de ce qui est devenu le comté aujourd'hui, qui est une appellation qui a connu une évolution tout à fait remarquable. Alors, on va reprendre la définition de... Donc ça, alors je vais trop vite pour passer les... Je suis désolé. Donc voilà les fameuses... Ça, c'est l'ensemble des fruitières. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est que cette étude a pu être réalisée parce qu'à l'époque, alors il y en a un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, il y avait environ 200 fruitières, c'est-à-dire 200 lieux où chaque matin, le lait est transformé, chaque soir, enfin, le lait est transformé en comté dans à peu près 200 points, donc ce qui a permis de déterminer les différentes qualités, ce qui n'aurait pas été possible si tout avait été rassemblé dans une seule citerne, comme certains industriels avaient envisagé de le faire. Alors, un point très important qui est, donc on va définir essayer d'expliquer, là j'essaye d'aller vite là, mais bon. Non mais ça, on est dans les temps. Donc un point qui est le point donc, dans la définition du terroir, qui est le problème des facteurs humains. Alors les facteurs humains, j'y reviendrai après l'exposition là-dessus, parce qu'on est en pleine actualité. Les appellations d'origine protégée sont dans un système extrêmement grave, parce que au niveau de l'Union européenne, il y a une proposition de règlement européen qui viserait à supprimer la référence aux facteurs humains dans la composition, dans la notion d'appellation d'origine protégée. Mais je vais y revenir. On va juste prendre un petit exemple. Un exemple qui est sur le... Alors, je suis obligé d'aller un peu vite, ça c'est... Alors voilà,
lorsque nous avons travaillé avec l'INRA, donc on était avec des scientifiques, eux, les scientifiques, ils aiment bien les choses claires, précises, donc ils avaient défini une notion d'unité de terroir à l'intérieur de laquelle tout était identique, climat, sol, formation géologique, etc. Et quand on a comparé ça avec la situation actuelle des appellations d'origine, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes, notamment voilà ici le vignoble en haut de Saumur-Champigny, en bas de Bourgueil à droite et de Chinon, de Bourgueil à gauche, Chinon à droite, et on s'aperçoit, c'est pas besoin d'être un géologue pour s'apercevoir, c'est la même formation géologique de chaque côté. Et donc ces trois appellations sont en fait au confluent de la Vienne et de la Loire, et les scientifiques, les gens de l'INRA nous ont dit, mais c'est complètement idiot vos appellations d'origine. Vous avez trois appellations d'origine différentes qui ont exactement les mêmes types de terroirs. Pourquoi vous n'avez pas fait une appellation d'origine sur les calcaires du Turonien, une appellation d'origine sur les terrasses graveleuses de la Loire, et puis une appellation d'origine sur les sables du Sénonien? Et alors là, on s'est retrouvé un peu idiot au niveau de l'INAO, parce qu'on n'était pas capable d'expliquer ce système-là, et donc on a lancé tout un travail sur ces aspects-là. Alors je vais en prendre, il y en a plusieurs, je vais en prendre juste un exemple qui est intéressant, qui est l'exemple du Médoc. Dans le Médoc, voilà ce qu'on appelle les communales du Médoc, en bleu la Gironde, et on a des terrasses graveleuses qui ont été apportées par la Dordogne et la Garonne, qui se sont rassemblées en Gironde, et donc qui ont déposé, les plus anciennes, les premières qui ont été déposées, elles sont à gauche, les deuxièmes qui ont été déposées, elles sont au milieu, et il y a une petite bande qui est relativement récente, là, sur la région de Margaux. Et donc voilà une région viticole où toutes les formations géologiques, donc les supports viticoles, sont parallèles à la Gironde, et pourtant, comme vous le voyez là-dessus, les appellations Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estève sont organisées perpendiculairement à la bordure de la Gironde. Pour comprendre ça, il faut remonter un peu en arrière, d'abord faire un petit peu d'histoire des 2 derniers millions d'années. En fait, une fois que tout ça s'est mis en place, refroidissement de la Terre, le niveau des mers descend et la Gironde creuse à peu près 90 mètres par rapport au niveau actuel. Et bien entendu, la pluie qui est tombée sur la partie gauche, elle va faire des petits canyons qui vont venir se jeter dans la Gironde de 90 mètres plus bas. Quand la Terre se réchauffe, le niveau des mers remonte, et donc les eaux de la Gironde, chaque jour, vont venir rentrer dans ce qu'on appelle les jalles, qui sont ces petites zones perpendiculaires à la Gironde. Et ces zones-là sont devenues... les cailloux avaient été enlevés. Quand le niveau de l'eau est remonté, ça s'est transformé en marécage qui était absolument inutilisable et surtout qui rendait la circulation entre le nord et le sud extrêmement difficile. Et donc, au XVIIIe siècle, les Médocains ont donc fait appel aux grands spécialistes de la maîtrise de l'eau qui étaient les Hollandais, qui leur ont dit, c'est pas un problème, on va vous mettre ce qu'on appelle des clapets amarrés à l'entrée de chaque petite jalle. Et donc, ainsi, quand la mer va monter, les portes vont automatiquement se fermer sous la pression de l'eau, et quand la mer va redescendre, ça va ouvrir, et donc fini ces zones marécageuses. Et aujourd'hui, on a une route qui traverse les grands crus, mais si on ne connaît pas l'histoire, eh bien, on est incapable de comprendre cette situation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des 2 derniers siècles, eh bien, les communautés villageoises de Margaux, de Pauillac, de Saint-Estève, en fait, vivaient sur le bois des Landes qui est à gauche, sur les vignobles qui sont sur le bord de la Gironde, sur ces terrasses graveleuses, et sur les moutons qui venaient paître l'hiver et amender les sols. Et en fait, il s'est construit des communautés villageoises perpendiculairement à la Gironde, qui avaient toutes le même mode de fonctionnement, mais qui en fait avaient plus de relations avec Bordeaux qu'avec le voisin. Et juste une image,
j'étais un jour avec un producteur qui est là vers l'Istrac-Médoc, et je lui dis, mais c'est vrai, ces différences de vie qu'il y a entre un village et l'autre. Il me dit, mais monsieur Fanet, vous n'imaginez pas, marier une fille de Saint-Estève avec un garçon de Pauillac, c'est aussi que de marier dans les Cévennes un catholique et un protestant. Je savais de quoi il parlait, puisque c'est ma situation. Bien, alors, voilà, donc vous voyez, je ne veux pas donner d'autres exemples, vous voyez en quoi le rôle des facteurs humains est extrêmement important. Et actuellement, donc, les facteurs humains sont les seuls éléments qui justifient de la délimitation et du classement des communales de Médoc. Si demain le Parlement européen retire la notion de facteur humain à la définition des appellations d'origine protégée, c'est une catastrophe sur le concept d'appellation d'origine et de terroir. Très rapidement, je finis par deux éléments qui sont très importants dans la définition du terroir. La première, c'est la notion de savoir de la part des vignerons. Juste un exemple qui est situé dans... Alors, attendez, j'avais prévu un exposé plus long, donc je suis obligé de faire court. Voilà, ici on est dans les Coteaux du Layon. Les Coteaux du Layon, ce sont des vins liquoreux qui sont en situation très particulière le long du Layon, qui est au pied, vous ne l'avez pas, qui est au pied de Bonneau et de Quart-de-Chaume. Et donc, pendant la période des vendanges, le Layon fait de la brume, donc de l'humidité. En fin de matinée, le soleil se lève, chasse la brume. Et donc, c'est un climat extrêmement favorable pour le développement d'un champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea, qui, dans n'importe quel vignoble en dehors de ces production de liquoreux envoie directement le raisin à la poubelle, puisque c'est de la pourriture, eh bien, sur ces vignobles, il y a une transformation qui fait que le raisin se flétrit et acquiert des goûts extrêmement intéressants qui donnent les grands liquoreux, Sauterne, Tokai en Hongrie, tous ces vins-là sont produits comme ça. Avec juste un petit problème, c'est que dans une grappe, les grains de raisin n'arrivent jamais tous ensemble au même niveau de maturité. Il faut donc ramasser les raisins, grain par grain, que ça va durer pas mal de temps. Et donc, c'est une technique qui est extrêmement traditionnelle dans ces régions. Ça s'appelle les tris successives. Et les dégustateurs de Coteaux du Layon avaient une littérature extraordinaire pour parler des Coteaux du Layon. Et puis, il s'est passé un événement après la Deuxième Guerre mondiale. Les consommateurs étaient beaucoup moins attirés par les produits sucrés. Et donc, les producteurs de Coteaux du Layon ont connu une période difficile. C'était l'époque où arrivaient les premières machines à vendanger. Ils ont dit... on va définir une maturité moyenne, on va tout ramasser ça d'un seul coup, et puis on va continuer à faire des Coteaux du Layon, si ce n'est que ça ressemblait à tout, sauf à des Coteaux du Layon. Et donc, dans la fin des années 90, les producteurs se sont dit « Ah, mais peut-être faudrait qu'on ressonge à remettre en place les tris successives. On n'a plus du tout de différence de goût entre un terroir et l'autre. » Et donc, ils ont relancé les tris successives, ils ont interdit la machine à vendanger, et ces nuances de terroir qui étaient connues au début du XXe siècle et qui avaient disparu après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on les a vus réapparaître. Et donc là, il s'agit d'un élément essentiel dans la définition de cette appellation d'origine, de ces appellations d'origine Sauterne et Co. Et donc, ce savoir des vignerons est extrêmement important, et ce savoir, il est collectif. Alors, j'ai sauté de bonheur quand j'ai entendu tout à l'heure Claudine parler de propriété collective des appellations d'origine, parce que lorsque nous avons débattu du terroir au niveau de l'OIV pour obtenir
la définition du terroir que je vous ai montré tout à l'heure. On a eu des débats extrêmement compliqués, très longs. Alors j'ai amené mon bouquin parce qu'il a été traduit en anglais. Alors avec les anglo-saxons, on n'a pas eu de problème. Mon bouquin, ici, il est en français, ça s'appelle Les terroirs du vin. En anglais, c'est Great Wine Terroir. Donc ils ont gardé ce nom qui n'existait pas chez eux auparavant. Ça a été plus compliqué avec les Espagnols qui utilisent le terme terruño ou les Italiens avec territorio. Mais bon, on y est arrivé. Et alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Au moment du débat, le représentant du ministère de l'Agriculture australien nous dit « collectif, pas question ». Nous, on ne peut pas accepter cette notion de collectif. D'abord, parce qu'il y a certaines réminiscences qu'a évoquées tout à l'heure Claudine sur l'utilisation du terme collectif. Mais surtout, il nous a expliqué qu'en Australie, on est dans un pays libéral et c'est d'abord l'individu qui compte avant la collectivité. Et donc, il n'est pas question de dire que le terroir est collectif parce que ça n'existe pas chez nous. Alors, il s'est trouvé, voilà, l'Australie. Ici, dans la région d'Adélaïde, entre Adélaïde et Melbourne, il y a une petite zone là qui s'appelle le Coonawarra. Alors, c'est quoi le Coonawarra? C'est un sol extrêmement particulier de terre rouge, terra rossa, qui a vraiment, c'est un sol assez extraordinaire. Et sur cette zone du Coonawarra, on a les meilleurs vins d'Australie, les terres les plus chères. Donc c'est vraiment le secteur phare de la viticulture australienne. Et le seul problème qu'il y a, c'est que, vous voyez, en rouge, c'est la zone de terra rossa. C'est entouré de vert, qui sont en fait des terres marécageuses qui ne donnent pas du tout les mêmes vins. Et donc les producteurs australiens ont dit, attendez, nous on veut bien que vous fassiez de la viticulture, mais il est hors de question d'appeler les vignobles qui sont sur les terres marécageuses, de les appeler Coonawarra. Il est hors de question. Et comme j'étais directeur adjoint d'INAO à l'époque et on travaillait avec on avait un avocat sur l'Australie, ça a duré 10 ans la bagarre là-bas. J'avais tous les comptes rendus entre les deux parties. Et donc, lorsque le représentant australien fait cette remarque, je lui dis, mais attendez, je connais bien l'histoire du Coonawarra, j'ai suivi ça depuis 10 ans, et aujourd'hui, les gens du Coonawarra ont obtenu la protection du nom Coonawarra avec interdiction de l'utiliser ailleurs. Et je lui dis, c'est bien parce que les producteurs installés sur la terra rossa avaient une connaissance collective de la valeur de leur terroir qu'ils ont fini par obtenir gain de cause, qu'ils ont lancé cette opération, qu'ils ont fini par obtenir gain de cause. Silence du représentant australien qui part, il revient 20 minutes après, il fait « Je suis d'accord ». Voilà, donc vous voyez la notion de savoir collectif. Et donc, alors, juste, puisque le titre de mon exposé était Territoire et terroir, pardon, le territoire, c'est un milieu qui a des caractéristiques plus ou moins intéressantes suivant les productions, mais comme je le dis souvent, ça n'est jamais qu'un tas de cailloux et de terre. Et en fait, pour le terroir, il est un peu comme la pellicule qu'on ramène des vacances. Si on a juste la pellicule, on est bien avancé. C'est pas terrible. Et donc, il faut avoir le révélateur, comme il faut avoir la vigne dans le secteur viticole, comme il faut avoir les prairies dans le secteur du comté, et ensuite le papier pour pouvoir matérialiser, c'est-à-dire ce que vous avez dans le verre de vin, ou ce que vous goûtez quand vous mangez un morceau de fromage. Donc, le territoire, c'est ce qu'il y a en haut, le terroir, c'est ce qu'il y a en bas. Je vous remercie. Juste, je voudrais insister sur un dernier point, c'est revenir sur cette notion qui est actuellement un grave danger pour les AOP, messieurs les députés, messieurs et mesdames les députés, sur la définition de l'appellation d'origine. Je suis président d'une association qui s'appelle Terroir et Culture, Planète Terroir, et nous sommes en train de nous battre pour aider le ministère de l'Agriculture français à prendre une position ferme, sinon les appellations d'origine sont en grave danger. Je vous remercie.